Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir ce matin dans les matinées de la prévention, dans un nouveau format de rencontre. Il y a quelques mois, le centre de gestion a réalisé auprès de vos services une enquête pour connaître vos attentes sur ces questions de santé et de sécurité au travail. Vous avez été nombreuses, nombreux à répondre et soyez-en ici remerciés. Sur les thématiques qui vous avaient été proposées, plusieurs avaient retenu votre attention: la qualité de vie au travail, la prévention des risques liés aux conditions climatiques, les responsabilités des élus et des décideurs territoriaux, le travail en hauteur, bref, autant de sujets que nous tenterons d'aborder durant cette année. Ce matin, je vous propose de nous pencher sur la conduite d'engin et sur l'évolution de la réglementation du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, ou CACES. Cette séance sera co-animée par Madame Rachida Radi, conseillère formation continue au GRETA 21, par Monsieur Christophe Strobel, auditeur CACES, et par moi-même, David Dufay, conseiller en prévention et chargé d'inspection, responsable du service prévention handicap au centre de gestion. Ce webinaire se découpera en différentes parties. Nous commencerons avec Christophe Strobel et Madame Rachida Radi. Nous aborderons les obligations en matière de formation et d'information qui s'imposent à l'employeur, les différents changements et les principales évolutions applicables depuis le 1er janvier 2020. Madame Radi fera un rappel notamment sur la différence entre l'autorisation de conduite et le CACES, qui, je le rappelle, est applicable à certains équipements. L'autorisation de conduite et la procédure de délivrance passent par une succession d'étapes. Nous verrons lesquelles. Enfin, nous vous proposerons un quiz. Des pop-up apparaîtront sur votre écran, vous permettant ainsi de répondre aux questions de façon anonyme. L'idée étant de revenir sur les éléments clés abordés durant ce webinaire. Alors, comment prévenir les presque accidents et les accidents liés à l'utilisation d'équipements de travail? Pour commencer, les agents doivent être informés ou formés de manière appropriée et suffisante. L'équipement de travail doit être conforme à la réglementation et pour s'en assurer, il va donc subir différentes visites de contrôle périodiques par un organisme de contrôle agréé. Enfin, l'équipement de travail, qu'il soit fixe ou mobile, sera adapté aux travaux à réaliser. Sur cette photo, on peut voir distinctement un agent réaliser une tâche d'élagage au moyen d'une chargeuse utilisée ici comme un moyen de levage de personnes. Cette pratique, bien sûr, est rigoureusement interdite. Le mauvais état ou l'utilisation inappropriée des équipements sont la cause de nombreux accidents avec des conséquences souvent graves pour les victimes, mais aussi avec des conséquences judiciaires lourdes pour le responsable ou le donneur d'ordre, comme pour son utilisateur. Par principe, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Avant tout chantier, toute réalisation de travaux, le responsable de l'agent, l'employeur, doit s'assurer que l'utilisateur de l'équipement de travail, qu'il soit fixe ou mobile, sait convenablement l'utiliser. L'article 4323-1 du Code du travail impose à l'employeur d'informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de travail. Il doit notamment les informer des conditions d'utilisation, il doit leur communiquer les instructions et les consignes, notamment celles de la notice du fabricant. Enfin, il les informe de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, mais aussi des retours d'expérience permettant de supprimer certains risques. L'article 4323-3 du Code du travail impose que la formation à la sécurité soit renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire.
Ces deux articles, R4323-1 et le R4323-3 du Code du travail, sont des articles dits de portée générale, car ils concernent l'ensemble des machines, outils, engins, matériels et installations mis à disposition des agents par l'employeur. Alors, si le Code du travail, par principe, impose d'une manière générale d'être suffisamment formé pour utiliser des équipements fixes et mobiles, pour certains équipements, notamment des équipements de travail mobiles automoteurs et les équipements de travail servant et surtout réservés au levage des travailleurs, eh bien, l'article R43-23-55 du travail impose que cet utilisateur, ou en tout cas l'utilisateur, ait reçu une formation adéquate. Cette formation, là aussi, sera complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire, mais concrètement, cela signifie que seul l'agent qui, au préalable, a bénéficié d'une formation à la conduite dont la durée et le contenu sont adaptés, compte tenu de son expérience pratique de la conduite et de la complexité de l'équipement de travail concerné, pourra conduire et ou utiliser ces équipements. Nous sommes ici devant une obligation renforcée. Ces modalités sont rendues obligatoires par l'article 43-23-55 du Code du travail, défini à l'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 1998, pris en application de cet article. Rachida, pouvez-vous nous apporter des précisions justement sur l'arrêté du 2 décembre 1998 ? Oui, bonjour à tous. Alors, l'arrêté du 2 décembre 1998, c'est l'arrêté qui met en place l'autorisation de conduite avec ce qu'il en découle. Cela concerne l'évaluation des risques au poste de travail, l'évaluation médicale, ainsi que l'évaluation théorique et pratique à l'issue de la formation. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et puis aborder la question de la formation maintenant. Alors, Madame Radi, comment s'assurer que les connaissances et les savoir-faire sont acquis ? La formation est, à mon sens, le sujet le plus important sur lequel je vais tenter d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, comme vous venez de le rappeler, une formation adéquate à l'utilisation des équipements est plus qu'indispensable et celle-ci doit être renouvelée à chaque fois que nécessaire. Je dirais même que la formation est plus que primordiale. Non pas pour avoir le sésame qui est l'autorisation de conduite, mais parce que la formation va permettre à l'agent l'acquisition des connaissances et puis des compétences qui seront liées à la conduite des engins, mais également et surtout les notions liées à la sécurité. Savoir conduire en sécurité pour sa propre sécurité, ainsi que celle des autres et de son environnement, voilà ce que doit normalement apporter la formation. Alors, on peut se demander comment faire pour s'assurer que les connaissances et les savoir-faire liés à la conduite en sécurité peuvent être acquis, assimilés. La formation, qui est, je le rappelle, une obligation, doit apporter les connaissances et les savoir-faire qui sont nécessaires à la conduite en sécurité. Il est mentionné que la formation doit l'être dans son contenu et dans sa durée. Ceux-ci doivent être adaptés en fonction de l'agent et réalisés ou en interne ou par un organisme de formation. Nous verrons plus tard, organisme de formation certifié, CACES ou pas. Il est clair que la formation à la conduite des équipements de travail, qu'elle soit effectuée en interne ou via un organisme de formation, doit apporter les mêmes compétences, celles qui sont nécessaires à la conduite d'engins, et puis de ces éventuels équipements interchangeables, et j'insiste bien en situation réelle de travail. Cette formation doit donc transmettre à l'agent les connaissances théoriques, les savoir-faire pratiques, à la conduite en sécurité. Elle doit aussi permettre de communiquer toutes les informations relatives aux risques liés à l'utilisation de l'équipement, de l'engin, et de ses éventuels équipements. Et enfin, elle doit également lui permettre de maîtriser les moyens et les méthodes qui permettent de prévenir ces risques. L'agent suivra donc obligatoirement la formation théorique, la formation pratique sur le ou les engins représentatifs de la catégorie. Et enfin, pour conclure, un test d'évaluation. Alors, ce n'est pas d'évaluation formative, c'est bien une évaluation
sommative des connaissances théoriques et pratiques. Chaque formation devra, et j'insiste bien, adapter selon les prérequis de chaque temps. Un agent aguerri aura une formation qui sera différente d'un nouvel agent embauché, par exemple. Nous aborderons ultérieurement les différentes modalités de formation, les moyens, la durée et puis les contenus plus en détail. Merci, Rachida. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents changements et les principales évolutions applicables depuis le 1er janvier 2020? Alors, il y a eu pas mal de changements, effectivement, mais ça concerne surtout les organismes testeurs, certifiés testeurs. Après, au niveau des changements, il y a l'ajout de 2 nouvelles familles, en l'occurrence les ponts roulants, avec la nouvelle recommandation intitulée R484, et puis les gerbeurs à conducteurs accompagnants, donc une nouvelle recommandation également qui se nomme la R485. Alors, autre question, est-ce que l'on peut dire que le CACES constitue un bon moyen de s'assurer de la compétence du conducteur? Alors, je vous dis tout de suite un non catégorique. Le CACES n'est pas un moyen de s'assurer de la compétence du conducteur. Le CACES, certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité, c'est un certificat qui valide un test, qui valide une formation de conduite, mais pas une attestation de compétence. Alors, l'arrêté du 2 décembre 1998 relative à la formation et à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes dispose effectivement que la formation doit donner les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Son contenu et sa durée doivent être adaptés en fonction du candidat, effectués en interne ou via un organisme de formation. Ici, nous ne sommes donc pas dans une transmission d'un savoir, mais bien dans une formation qui sera théorique, mais également pratique, avec au final un test de certification. Il est donc obligatoire d'avoir suivi une formation à la conduite de ces équipements. La liste de ces équipements est définie par l'arrêté du 2 décembre 1998 relative à la formation, à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges de personnes. Il est donc imposé une autorisation de conduite aux utilisateurs des familles d'équipements suivants. Alors, j'ai Monsieur Strobel qui vient de se connecter, qui a été empêché et donc qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour tout le monde, excusez-moi du retard. Bonjour Christophe. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de reprendre la main sur cette question de l'arrêté du 2 décembre 1998 et notamment sur la liste des équipements qui sont soumis à cette obligation de renforcer de formation. Voilà. Alors, l'arrêté du 2 décembre 1998, donc il met en place l'autorisation de conduite pour les équipements définis dans cet arrêté et puis il définit les modalités donc, de la formation avec l'obligation de formation. Donc, c'est l'obligation de formation, l'obligation de l'aptitude médicale. Et il ne faut pas oublier l'obligation de former les gens sur leur site d'utilisation pour prévenir les risques et quoi faire en cas de problème. Voilà. Alors, c'est la diapo que je vous ai envoyée hier, Rachida. Voilà, donc, ça c'est l'arrêté du 2 décembre 1998. Ok. Donc, on va reprendre à la main avec Rachida qui va peut-être nous en dire un peu plus sur les modalités, cette fois liées à la formation, qui est au cœur de qui est son cœur de métier. Alors, la formation, effectivement, ça doit être le sujet principal de nos préoccupations. Alors, qui peut former à la conduite en sécurité? La formation peut être assurée de 2 manières, soit par un organisme de formation, soit par un formateur en interne dans vos collectivités. Son objectif principal étant d'apporter du moins les connaissances nécessaires aux conducteurs pour la conduite en sécurité de l'équipement qui est concerné. Cependant,
Dans le cas d'un formateur interne, l'employeur doit pouvoir toujours justifier de la compétence de cet agent, car dans ce cas, les responsabilités engagées sont importantes pour les deux parties, puisque c'est sur la base du résultat de l'évaluation que l'employeur va délivrer à l'agent, au final, l'autorisation de conduite. Donc, quand la formation se fait en interne, la formation doit obligatoirement être intégrée dans le plan de formation des agents. Elle doit être encadrée avec un contenu pédagogique qui fait référence, bien entendu, à la conduite de l'engin, de l'équipement et puis de tout l'équipement auquel l'équipement. Je me perds. Ce n'est pas l'équipement, c'est Monsieur Strobel. Oui, toutes les modalités nécessaires à la formation, c'est-à-dire validation du formateur, les feuilles de présence, les plans de formation, mais aussi le matériel, l'adéquation avec le matériel qui sont nécessaires, et ça doit répondre à ce qui est demandé au CACES, puisque le CACES fait office de jurisprudence, quoi. Donc, en gros, il faut avoir toutes les preuves, comme quoi la formation répond bien au contenu pédagogique nécessaire pour appréhender l'utilisation du matériel. Et puis, les communes sont amenées à louer du matériel parfois pour la formation en interne, donc bien garder les preuves de location, puisque un organisme de formation, par exemple, est soumis à l'obligation d'avoir les documents certifiant de la présence de l'engin, mais il y a également tous les documents qui en découlent, donc il y a les certificats de conformité, il y a tous ces éléments qui prouvent que l'engin répond bien à la catégorie de l'engin concerné pour la formation. Lorsque la formation est organisée par un organisme de formation, alors en l'occurrence, organisme certifié, testeur CACES, celui-ci, il est responsable de tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour la formation et l'évaluation. Donc, tout à l'heure, on disait la réforme du 1er janvier 2020 a eu un gros impact auprès des organismes de formation parce que nous répondons à un référentiel assez draconien avec tous les éléments de preuve que nous devons avoir et puis tous les éléments que nous devons mettre à disposition des personnes qui viennent en formation chez nous. Donc, je disais que la formation, lorsqu'elle est réalisée par un organisme, il est responsable des moyens mis en œuvre pour la formation et aussi l'évaluation. Mais là encore, attention, l'employeur reste toujours responsable de ses choix et des contraintes qu'il impose à l'organisme testeur retenu. Je m'explique, nous avons souvent des entreprises ou même des collectivités qui nous commandent des formations pour des agents, excusez-moi, et qui nous imposent des durées. Donc, quand on nous impose une durée, il est difficile de dire on va faire un positionnement pour voir si tel agent a besoin d'une formation plus poussée ou tel agent a besoin d'une formation moins poussée. Donc, voilà, l'employeur est toujours responsable des choix et des contraintes qu'il nous impose. Il y a deux types de formations. Donc, il y a les formations qu'on appelle formation à la conduite en sécurité, à l'autorisation de conduite, excusez-moi, et puis il y a les CACES, donc les fameux certificats d'aptitude à la conduite en sécurité. Donc je reviens sur ce terme, formation au CACES, c'est vraiment utilisé à mauvais escient, je dirais que c'est un abus de langage parce qu'on ne forme pas au CACES. Cette expression désigne une formation au passage du test CACES qui, lui, va se limiter à préparer l'agent, à répondre aux questions du test théorique et puis à reproduire des gestes qui lui sont demandés lors des épreuves pratiques. Se former pour répondre aux exigences du CACES n'est en réalité pas suffisant pour garantir le respect des exigences réglementaires de la formation. Que ce soit une formation en interne, que ce soit une formation entre guillemets au CACES, ces deux formations sont toutefois autorisées dans la fonction publique territoriale et répondent bien à l'obligation de l'article R 4323-55. Le CACES, je le rappelle, n'est pas obligatoire en tant que tel. Il est une des réponses à l'obligation de formation à la conduite en sécurité. Nous allons maintenant faire un petit focus sur le CACES. Donc, le CACES a été déployé au début des années 2000 par la CNAM. C'est une marque déposée. L'objectif du dispositif CACES étant de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents de travail liés à l'utilisation des équipements.
C'est pour ça qu'il a été introduit en 2020 les 2 nouvelles recommandations R484 et 85 qui sont sujettes à énormément d'accidents. Le dispositif CACES est un référentiel national qui est destiné à l'évaluation des connaissances et du savoir-faire. Donc, c'est un référentiel d'évaluation et non pas de formation. Et j'insiste bien sur ça. En 2020, donc, la CNAM a pris la décision de renouveler et de revoir le dispositif CACES. Alors, on dit en 2020, c'est faux. Il y a eu tout un travail réalisé bien en amont. Donc, au 1er janvier 2020, le dispositif CACES a intégré ces 2 nouvelles recommandations, comme je le disais, qui sont apparues comme être la cause de nombreux accidents, les chariots de manutention, les portiques et les ponts roulants. Cette réforme est une évolution vers beaucoup plus de rigueur dans la réalisation des tests qui sont destinés à valider la capacité à conduire en sécurité un engin de chantier, de levage ou bien de manutention. Pour résumer, le CACES n'est en aucun cas un moyen de formation. C'est une épreuve durant laquelle un testeur certifié, inconnu de la personne testée, j'insiste, c'est ce qui fait aussi la différence entre une formation interne et un CACES, un testeur n'est jamais le formateur. Et ça, c'est catégorique, c'est la réglementation. Donc, le testeur va définir, selon pareil, un barème de notation réglementé, qui est dans notre cahier des charges, s'il peut ou pas délivrer le certificat d'aptitude. Donc, il y a un barème de notation, il y a des notes éliminatoires, il y a tout un protocole et un process qui est mis en œuvre. Les testeurs certifiés, ce sont des personnes physiques qui travaillent dans un organisme de formation qui lui-même est certifié CACES parce qu'il répond à des exigences liées à la superficie, aux engins, aux charges. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles nous devons nous avons mis en place énormément de choses et la réforme de 2020 est encore plus draconienne pour les organismes de formation. Les testeurs eux-mêmes justifient d'une expérience de conduite. Donc, généralement, ce sont des personnes professionnelles. Nous avons, nous, une base de formateurs qui ont tous eu une expérience professionnelle donc de conduite. Ils doivent également maintenir leurs connaissances et leurs compétences dans la conduite. Et eux-mêmes, ils sont détenteurs de CACES. Et tous les ans, il y a aussi des choses qui sont mises en place dans nos organismes de formation, comme des audits internes, des audits réalisés par d'autres personnes. Donc, la norme CACES doit être maîtrisée. Et depuis 2020, donc, il est interdit de valider un CACES sans avoir suivi une formation préalable. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, on ne l'a jamais fait en tout cas dans notre organisme de formation, venir faire ce qu'on appelle des tests secs, c'est-à-dire des personnes qui sont aguerries, qui ont énormément d'années de conduite d'engin et qui viennent juste passer et valider le test CACES. La formation théorique est obligatoire, c'est le minimum. On peut faire une formation ailleurs et venir passer le test CACES dans un organisme certifié, mais pour cela, il faut avoir la preuve que l'agent en question ait bien bénéficié d'une formation. Alors, je ne sais pas si c'est Christophe ou Rachida qui pourra répondre, mais j'ai quelques questions qui viennent d'arriver dans notre fenêtre questions et réponses. J'ai un agent qui se pose la question et qui demande, voilà, donc une formation adéquate avec une évaluation à la fin, mais ensuite, est-ce que l'autorisation de conduite suffit-elle? Qui veut répondre? En fait, l'autorisation de conduite est obligatoire. C'est le seul document que chaque utilisateur doit avoir avec lui, de pouvoir présenter à toute réquisition. La formation et l'évaluation doivent être faites. Alors, comme vient de le dire Rachida, ou en interne ou en centre de formation. Et effectivement, dans le cas présent, l'autorisation de conduite doit être délivrée par le patron. Bien sûr, elle répond, le patron, pour délivrer cette autorisation de conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit répondre à plusieurs critères, notamment donc l'attitude médicale et la preuve de l'évaluation, la preuve de l'évaluation théorique et pratique. Voilà. Mais effectivement, oui, dans ce cas-là, effectivement, c'est possible. On peut répondre par la.
l'autorisation de conduite dans un premier temps, mais cette formation, et vous l'avez rappelé, on peut très bien le faire en interne, en externe, par le biais d'un organisme de formation agréé. Si on fait la formation en interne, l'employeur doit s'assurer de pouvoir prouver que cette formation sera suffisamment faite et adaptée au risque. C'est bien ça? Voilà. Voilà, tout à fait. Et qu'elle réponde à ce qui est préconisé par le CACES, malgré tout. D'accord. Merci. Je vous propose de continuer. Voilà. Dans la recommandation CACES, donc, il est noté donc, que l'agent doit, au terme de cette formation, disposer en interne ou organisé donc, dans un organisme de formation spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité. Donc, je rappelle ici les différents objectifs de la formation qui vont être notamment de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite de l'engin de chantier concerné en situation de travail, de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaire à la conduite en sécurité de l'engin de chantier concerné, de lui communiquer bien sûr les informations relatives aux risques liés à son utilisation et enfin de lui permettre de maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir les risques. Christophe, le CACES est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, on l'a compris. Il est un bon moyen d'évaluation permettant au chef d'entreprise ou en tout cas à l'employeur de respecter les obligations de l'arrêté du 2 décembre 1998. Alors, est-ce que sans être obligatoire, l'application de ces recommandations de la CNAM, obligation en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité, suffisent-elles? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, un besoin de faire une formation adéquate avec un contenu et une durée adaptée? Christophe. Alors, la formation doit toujours être adaptée aux candidats. Alors, on a des formations généralistes qui, sans reprendre ce qu'on fait au CACES à l'examen, mais qu'on prépare malgré tout le candidat à l'examen CACES. Et après, en fonction des équipements de travail utilisés, s'il y a des options ou des engins un peu particuliers dans la certification CACES, il faut faire des formations complémentaires qui peuvent se faire ou en organisme de formation ou au poste de travail, en interne, en entreprise. D'accord. Alors, il existe différents types de CACES en fonction de l'engin. On sait qu'aujourd'hui, il existe 8 recommandations et que dans chaque recommandation, il existe plusieurs catégories d'engins. Est-ce que, c'est une question qui nous est posée à l'instant, est-ce qu'il y a toujours des dates de validité? Oui. Donc, le CACES est valable 5 ans, sauf pour le CACES engin de chantier, le R482, qui lui est valable 10 ans, mais peut être renouvelé dès que possible, dès que nécessaire, c'est-à-dire changement de poste de travail, changement d'outil, changement d'engin, ou suite à un accident de travail, où c'est l'employeur qui décide en fait de renouveler la formation dès que nécessaire. Voilà. Mais le CACES en lui-même est valable, donc je dis 5 ans pour cette famille et 10 ans pour la famille engin de chantier. D'accord. Les formations effectuées en 2020 sont-elles aujourd'hui encore valides? Avant 2020. Alors, avant 2020, non. Le CACES étant valable 5 ans, les CACES délivrés avant 2020 sont valables jusqu'au terme, jusqu'au 31 décembre 2024. Pour tous les CACES, même les CACES engins de chantier 372M, en fait, la CNAM veut que tout le monde passe en CACES R400, soit passé en CACES R400 au 1er janvier 2025. Voilà.
C'est le seul bémol qu'il y a eu. Enfin, ils ont réduit la validité des CACES engins de chantier pour la réforme. Voilà. Autrement, tous les CACES qui ont été délivrés normalement avant la réforme sont toujours valables jusqu'à leur date de péremption. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous laisse continuer, Oui. Notamment sur les attestations de formation. Alors, les attestations de formation, comme l'a dit Rachida tout à l'heure, un organisme de formation certifié ne peut plus passer de tests CACES sec. C'est-à-dire, avant, on avait des stagiaires qui se présentaient, qui avaient fait une formation, on va dire, en catégorie, par exemple, du chariot catégorie 3 et qui désiraient un an après venir faire leur catégorie 5 et disaient moi j'ai déjà fait la formation donc c'est bon je connais, je vais faire le test théorique et puis je fais le test pratique direct parce que j'utilise le 5 tous les jours. Ça c'est terminé. Chaque organisme est obligé de délivrer ou l'employeur peut délivrer une attestation de formation sur lequel il atteste que le candidat a été formé conformément pour pouvoir passer des tests CACES. Ça, c'est la première chose. Après, l'attestation de formation, elle est également délivrée par l'organisme qui a fait la formation aux stagiaires pour faire valoir ce que de droit, justifier de la formation auprès de son employeur, en plus du certificat CACES s'il passe le CACES. Est-ce que, ça c'est une question qui revient assez souvent finalement, est-ce que l'on peut trouver sur Internet une liste des organismes testeurs certifiés? Voilà, sur la base INRS, donc sur amélie.fr, vous allez sur la base INRS et vous avez, en fonction des familles, des catégories, vous avez l'ensemble des organismes testeurs certifiés. Alors, sur la France entière. Alors, il faut savoir qu'en France, on a 5 organismes certificateurs et il y a à peu près, au jour d'aujourd'hui, environ 400 organismes certifiés en France qui font du CACES. D'accord. Et donc, on est d'accord, des tests théoriques et pratiques vont permettre de vérifier l'aptitude des agents. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire de façon individuelle avant d'intervenir ou avant d'arriver sur le centre de formation, ou est-ce que ce sont des tests Non. Les tests doivent obligatoirement être passés en présentiel. Les tests ne peuvent pas se faire à distance. Ça, pour l'instant, le test se fait obligatoirement en centre de formation ou bien sûr chez le patron en interne, évidemment, si tout est là, mais tous les tests se font en présentiel. Merci Christophe. Je vais juste rebondir sur cette partie test. La réforme de 2020 a eu énormément d'impact et en tout cas pour notre organisme de formation et la plupart des organismes de formation, nous avons pris le pli de ne plus faire de tests CACES en délocalisé, c'est-à-dire comme on le faisait auparavant chez le client, pour la simple et bonne raison qu'il est très très difficile au client de répondre aux exigences du référentiel CACES, c'est-à-dire d'avoir les moyens à disposition qui sont en conformité avec la réglementation. Je m'explique, pour pouvoir faire un test, alors théorique, là n'est pas la question, mais c'est surtout pour le test pratique, on réunisse toutes les conditions que nous avons nous-mêmes en centre de formation. Donc, et en plus de ça, les tests doivent se réaliser, c'est-à-dire hors production. Nous devons avoir un espace qui est dédié avec tous les moyens et les outils. Et nous avons aussi un plan de prévention sécurité à faire au préalable. Donc, toutes ces conditions réunies sont très, très compliquées parce que nous devons en amont vérifier cela. Et le jour de l'examen, les conditions doivent être réunies. Donc, nous, en tout cas, nous avons pris le choix pour ne pas avoir de non-conformité de tout faire chez nous puisque nous répondons à la norme CACES. Nous répondons aux exigences du certificateur qui vient vérifier que notre site est en adéquation. Nous ne pouvons pas nous prendre les responsabilités de dire, on va aller chez tel client et peut-être que le jour J, ce ne sera pas possible.
Donc, pour nous, c'est une grosse perte de temps et puis après, derrière aussi d'argent. Oui, alors il est vrai que la RC 2020, donc le référentiel CACES de 2020, pour cette nouvelle réforme, a mis des obligations techniques et matérielles très importantes pour les organismes de formation, avec des obligations de faire des tests en centre de déroulement de tests, avec un pourcentage qui va crescendo sur les 3 premières années. En fait, il ne faut pas se leurrer, le but avéré de la CNAM, c'est qu'un jour, on ne fasse plus que des CACES en centre de déroulement de test et plus hors centre de déroulement de test, comme comme se faisait en R300. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que lorsqu'on allait chez les clients, il manquait toujours quelque chose pour faire les tests. Et donc, du coup, c'est vraiment une volonté de la CNAM de ne plus faire de tests hors centre de déroulement de test. Voilà. Donc, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui de faire des tests chez les clients, surtout en pratique. Les tests théoriques, pourquoi pas, il faut une salle, mais les tests pratiques, c'est quasiment impossible de faire des tests chez les clients. Merci pour toutes ces précisions. Alors, l'autorisation de conduite et le CACES sont souvent confondus. Sont-ils obligatoires ou non? On l'a vu, de nombreuses questions arrivent sur la fenêtre de chat. Quelle est la durée de validité? Madame Rachida, est-ce que l'autorisation de conduite est un document obligatoire délivré par l'employeur? Ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter sur les éléments que l'on doit se poser, ou en tout cas poser sur cette question entre l'autorisation de conduite et le CACES? Oui, bien sûr. Alors, deux choses, l'autorisation de conduite et le CACES. On fait souvent un amalgame. L'autorisation de conduite ne remplace en aucun cas le CACES et le CACES ne remplace en aucun cas l'autorisation de conduite. Donc, l'autorisation de conduite, c'est le document qui est obligatoirement délivré par l'employeur à ses agents qui va lui permettre de réaliser son activité professionnelle. La durée de validité n'est pas définie par la réglementation. Je m'expliquerai un petit peu tout à l'heure par rapport à cette durée. Cependant, l'employeur doit toujours veiller à ce que les conditions de délivrance soient remplies à tout moment. Quand l'employeur délivre une autorisation de conduite, ce n'est pas une fois pour toutes, à vita aeternam, non, sûrement pas. L'autorisation est revue et elle est adaptée sur plusieurs points. Si l'agent, il y a une modification de son cadre de travail, par exemple, il change de machine, comme l'a dit tout à l'heure M. Strobel, il a eu un problème de santé, il s'est absenté quelques mois, il y revient. Donc là, il faut refaire l'autorisation de conduite. Mais avant ça, il faut qu'il refasse une visite médicale également. Et puis, quand dans l'engin qu'il utilisait, il y a un nouvel équipement interchangeable sur la machine, dès qu'il y a une modification également sur l'engin en question. Et puis, forcément, quand l'aptitude médicale arrive à échéance, il faut refaire l'autorisation de conduite. Donc, en fait, l'autorisation de conduite n'est pas donnée à vita aeternam, elle est refaite. Si l'agent est absent, il doit refaire une visite médicale. Si la visite médicale arrive à échéance, donc déjà tous les 2 ans, elle doit être refaite si on rajoute un nouvel équipement sur l'engin, et puis si l'agent travaille dans un nouveau périmètre qui fait que le cadre de travail est lourdement est changé, est modifié. Le CACES, lui, ne remplace pas du tout l'autorisation de conduite. C'est juste un moyen d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques du savoir-faire du conducteur. Il a, lui, par contre, une durée de validité, comme l'a dit tout à l'heure M. Strobel. Donc, les CACES ont 5 ans de validité, sauf pour la famille d'engins R482. Et à partir du 1er janvier 2025, tous les CACES R300 doivent obligatoirement, sont périmés, je dirais, et au 1er janvier 2025, les agents qui seront amenés à conduire et pour lesquels ils ont eu des CACES, ils ne seront plus valables, il faudra repasser sur la nouvelle recommandation. Et puis le CACES n'exempte pas du tout de l'autorisation de conduite, parce que l'autorisation de conduite va se baser sur le CACES, plus l'autorisation, plus le certificat médical, plus d'autres éléments.
Donc, l'autorisation de conduite va se baser sur les éléments de formation de l'engin, plus les autres différentes preuves que nous avons abordées au-dessus. Donc, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre l'autorisation de conduite et le CACES. Le CACES est le sésame, le petit certificat à la carte qui dit que l'agent a passé les tests et qu'il a validé les tests. Par contre, l'autorisation de conduite, c'est de la responsabilité de l'employeur qui va se baser sur la formation interne ou sur le CACES pour pouvoir lui délivrer cette autorisation de conduite. Je vais peut-être continuer, Monsieur Strobel. Oui, en fait, juste pour simplifier, le CACES, c'est le meilleur moyen pour un patron de répondre à cette obligation de formation, tout simplement. Voilà, comme ça, il sous-traite la formation. C'est le choix du sous-traitant lui revient toujours à lui. Et après, le CACES, voilà, c'est simplement le meilleur moyen pour répondre à cette obligation de formation qui est prévue par le Code du travail et par l'arrêté du 2 décembre 1998. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'autorisation de conduite reste un document obligatoirement délivré par l'employeur, en l'occurrence dans les collectivités, donc c'est les maires de communes, à ces agents qui conduisent les engins. Ces autorisations de conduite ne sont valables que dans la collectivité où elle a été donnée. Attention, un maire qui donne une autorisation de conduite à un agent qui travaille dans telle commune ne peut pas autoriser cette autorisation est limitée sur un périmètre géographique du lieu d'activité de cet agent-là. L'autorisation de conduite, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est jamais délivrée définitivement. Il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Les visites médicales obligatoires tous les 2 ans, les modifications liées à l'engin, au périmètre de travail. De plus, pour pouvoir délivrer une autorisation de conduite, je rappelle que la collectivité a l'obligation de rappeler à ses agents tant de fois que nécessaire les risques qui sont liés à leur poste de travail et puis les procédures également en cas d'accident. À chaque recyclage de la formation, donc à chaque fois qu'un agent repart en formation théorique et pratique, à chaque fois qu'il refait une visite médicale périodique, l'autorisation de conduite doit être renouvelée. De plus, l'autorité territoriale a le droit de la retirer à tout moment. Caractère de dangerosité, donc voilà, il peut ne plus autoriser un agent à utiliser des équipements de travail. Pour pouvoir délivrer l'autorisation de conduite, donc je rappelle que c'est le résultat aux tests effectués, qui vont être effectués soit en interne, par une personne qui en a les compétences, une personne qui en a la compétence, donc l'employeur doit bien entendu vérifier que ce formateur en interne a les compétences requises pour dispenser la formation, soit par un organisme de formation qui va permettre à l'employeur de connaître le niveau de connaissance de l'agent en matière de sécurité lors de la conduite de l'engin, enfin pour pouvoir lui délivrer une autorisation de conduite. Donc, à la question, est-ce qu'on peut se satisfaire que d'une formation par un organisme agréé et se passer du CACES? Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Par contre, quand vous dites organisme agréé, donc c'est organisme certifié CACES, parce que des organismes de formation à la conduite d'engin, il y en a pléthore. La seule différence entre un organisme de formation lambda qui fait de la conduite d'engin et un organisme de formation que vous allez choisir et qui fera passer les tests CACES, nous allons faire la formation adaptée avec un positionnement selon les compétences de l'agent et un test qui va répondre aux attentes, qui va venir vérifier les aptitudes sur l'engin en question. Donc, ce ne sera pas une formation généraliste. Donc, on garantit, nous, en faisant passer le CACES, en tout cas dans notre organisme de formation, toutes les personnes qui sont amenées à nous solliciter, que ce soit des entreprises, des individuels, nous faisons un positionnement. C'est-à-dire que nous évaluons l'aptitude, les connaissances de la personne, ce qui nous permet de déterminer le type de formation. Est-ce que le Greta 21 a son homologue dans le 71 pour organiser des CACES in situ? Eh bien, je vais vous dire, c'est tellement difficile et c'est tellement compliqué de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est attrait à la certification CACES que nous avons au Greta fait le choix de ne pas nous disperser. En tout cas, dans le 71,
Ça n'existe pas en Bourgogne-Franche-Comté au niveau des GRETA. Il n'y a que le GRETA 21, qui est pôle d'excellence du bâtiment et travaux publics, qui a l'espace suffisant pour pouvoir dispenser tous les CACES d'une majorité de catégories d'engins. Donc, la réponse est non. Alors, Rachida, certaines collectivités passent parfois par des sociétés de location spécialisées. Alors, dans ce cas d'une location d'un équipement, même à titre exceptionnel, est-ce qu'il est imposé au conducteur une formation à la conduite en sécurité et puis en même temps une délivrance par l'autorité territoriale d'une autorisation de conduite? Oui, c'est une obligation. À moins que l'agent possède lui-même un CACES qui lui a permis de bénéficier d'une formation en amont à la conduite en sécurité du même équipement, eh bien oui, il faut que l'agent en question ait suivi une formation. C'est souvent en fin d'année, les collectivités louent des nacelles, par exemple, pour la pose des guirlandes de Noël. Eh bien, moi, je conseille d'anticiper sur la formation des agents, qu'elle soit faite en interne ou qu'elle soit faite en vue de valider un CACES lié à la catégorie de l'engin en question, donc si c'est une nacelle. Donc oui. D'accord. Je vous propose de continuer. L'horloge tourne. Je suis désolé, on a beaucoup de questions. Alors, sur les modalités de délivrance de l'autorisation de conduite, 4 grandes étapes. Pouvez-vous, alors soit Christophe ou soit Rachida, nous apporter des précisions sur justement le process pour délivrer une autorisation de conduite, ce qu'il faut bien respecter? Oui, je peux y répondre. Bon, l'examen d'aptitude médicale devant le médecin. Alors, dans le privé, on parle de médecin du travail. Je ne sais pas sur les agents territoriaux, est-ce qu'il y a un autre médecin, voilà. Donc, sur ce certificat médical doit être. Pardon? On parlera de médecin de prévention chez nous. Oui, d'accord, voilà, médecin de prévention. Donc, sur ce certificat médical, il doit bien être précisé que l'agent conduit des engins et il doit être apte à ça. Ensuite, il y a le contrôle des connaissances et savoir-faire de l'engin, de l'agent. Donc, il doit avoir suivi une formation avec une évaluation théorique et pratique. Voilà, donc le CACES. Et après, l'employeur doit vérifier effectivement et après lui informer des risques liés au site d'utilisation et ensuite délivrer l'autorisation de conduite une fois que tout est réuni. Les 4 conditions ont été réunies. Voilà. Merci. Alors, je vous remercie en tout cas Christophe et puis Rachida pour votre intervention et vos précisions. Nous arrivons dans notre dernière partie de ce webinaire et je vous propose de participer à un quiz avec 5 questions permettant de faire un rappel sur les différents points évoqués durant cette séance. Je rappelle que vos réponses sont anonymes. Après chaque question, une fenêtre donc apparaîtra sur votre écran. Plusieurs réponses vous seront proposées. Vous aurez une dizaine de secondes pour y répondre et une fois validé, quelques instants plus tard, apparaîtra une nouvelle fenêtre avec cette fois l'ensemble des réponses des participants. Et donc, je vous propose de commencer. Je suis responsable du service logistique de ma collectivité pour utiliser un gerbeur électrique à conducteur accompagnant à ma fixe avec une élévation inférieure ou égale à 2,50 m. Mon agent aura-t-il besoin de quel CACES? Est-ce qu'il a nécessité d'avoir le CACES de catégorie 1 R485 ou le R485 de catégorie 2? La bonne réponse, c'est le CACES R485 de première catégorie. Est-ce que soit Christophe ou Rachida... oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. 480. Alors, électrique à conducteur accompagnant à ma fixe à une élévation inférieure ou égale à 2,50 m, c'est bien catégorie 1.
D'accord. Alors, est-ce que, par exemple, si l'agent est titulaire du catégorie 2, est-ce qu'il peut utiliser un catégorie 1? Alors oui, à partir du moment où il a l'autorisation de conduite. Effectivement, pour ce type de cas, pour ce type de cette famille CACES, si on passe le catégorie 2, l'employeur peut délivrer une autorisation de conduite pour le catégorie 1. Mais en aucun cas, il aura le CACES catégorie 1. Voilà, il n'y a pas d'équivalence de CACES. Par contre, l'autorisation de conduite, le CACES catégorie 2 permet la délivrance de l'autorisation de conduite pour utiliser un catégorie 1. OK. Question suivante. Pour conduire une tondeuse à conducteur autoporté de quel CACES sur la voie publique, et c'est là, je précise bien, sur la voie publique, ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin du catégorie A, B, C, D, E, F ou G? Ou tout simplement, est-ce que je ne suis pas soumis au CACES? Et la dernière réponse, Rachida, voulez-vous apporter des précisions sur cette réponse? Oui. Alors, pour les laveuses, les balayeuses industrielles et les tondeuses autoportées, à la question faut-il un CACES? Rappelez-vous, tout à l'heure, on a abordé les articles 4323-1, 4323-3 du Code du travail, article dit de portée générale qui impose à l'employeur d'informer de manière appropriée les travailleurs chargés à l'utilisation des engins, des équipements de travail et que la formation soit renouvelée autant que nécessaire. Pour autant, est-ce qu'il faut un CACES et une autorisation de conduite ici? Eh bien, rien de tout cela. Merci. Je veux juste rebondir, je vois des questions très, très intéressantes sur des sujets auxquels on a abordé ensemble, David, hier. Deux communes veulent mettre des moyens en commun. Est-ce qu'un agent peut aller travailler avec son engin communal sur la commune voisine? Et quelle est l'autorisation de conduite? Donc, on a débattu là-dessus justement hier. Alors oui, de plus en plus de communes mutualisent leurs agents pour aller réaliser des travaux ici et là, mutualisent également et les agents et les engins. Donc oui, c'est possible. Par contre, il faut bien qu'il y ait un document qui acte le fait que l'agent en question s'est déplacé hors périmètre dans la commune voisine. Donc, il faut qu'il y ait une convention qui permette aux deux maires de communes d'acter le fait qu'il y ait ce déplacement professionnel. On le retrouve de plus en plus avec les Comcom qui mutualisent également. Donc, s'il y a déjà une convention qui est établie par la Comcom qui permet justement la mutualisation des moyens, comme on retrouve dans les garderies pour enfants, où c'est souvent des communes qui se rassemblent, ou le partage d'un policier municipal. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Et l'autorisation de conduite est bien celle délivrée par l'employeur de l'ouvrier communal qui intervient. Et puis, je rebondis, si vous permettez, David, sur tout à l'heure, j'ai vu une question où il était question du CNFPT. Donc, en tant qu'organisme de formation, nous sommes sollicités pour répondre à des appels d'offres du CNFPT parce qu'ils sont là en charge de répondre à vos besoins de formation. Donc, tout à l'heure, quand je disais l'employeur, il est responsable des comptes, de ce qu'il impose à l'organisme de formation qu'il aura choisi. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais parfois nous avons des cahiers des charges qui ne répondent pas forcément aux besoins des agents communaux. Donc, nous travaillons beaucoup avec le CNFPT pour mettre en œuvre ce type de formation. Donc, généralement, le CNFPT va nous commander des formations à l'autorisation de conduite, donc des formations théoriques et pratiques. Et ensuite, la collectivité compétente délivre l'autorisation de conduite. Mais de plus en plus, le CNFPT nous demande de faire valider des CACES à leurs agents. Et puis, les communes, maintenant, traitent de plus en plus directement avec nous, même si elles peuvent bénéficier de l'appui du CNFPT, parce qu'on sait très bien que quand on se rend compte que l'agent, il lui reste 2 mois et que sa formation vient à échéance, on ne va pas mobiliser un formateur que pour un agent dans les petites communes. Et là, on peut solliciter rapidement un organisme de formation qui va venir l'intégrer sur un dispositif en cours, puisque nous sommes à entrée et sortie permanente et on peut venir faire un CACES tous les jours, bon, bien entendu avec une petite marge d'anticipation pour pouvoir accueillir l'agent en bonne et due forme et qu'on puisse mettre en face le bon formateur et le bon testeur. Merci Rachida.
Je vous propose de passer à la question suivante. Ma visite médicale n'est pas à jour, pourtant je continue à utiliser le tracteur de la commune. En cas d'accident avec un engin nécessitant une autorisation de conduite, ma responsabilité d'agent et celle de mon employeur peuvent-elles être engagées? La responsabilité de l'employeur sera nécessairement et systématiquement recherchée. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu dans les différentes étapes permettant de délivrer une autorisation de conduite et au nom des 9 principes généraux de prévention, l'employeur a une obligation de résultat. Et il doit tout mettre en œuvre pour que l'agent n'utilise pas son engin sans cette autorisation de conduite. Et donc, cela veut dire, y compris lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la visite médicale, permettant le renouvellement de la dite autorisation. Concrètement, conduire sans une autorisation de conduite délivrée par l'employeur dans l'hypothèse d'un accident, eh bien, la responsabilité administrative et pénale de l'employeur territorial serait nécessairement engagée. La qualification alors, de la faute déterminera des suites de la procédure administrative et restera à l'appréciation du juge administratif. Mais dans l'hypothèse de cet agent qui ne s'est pas rendu à la visite médicale vis-à-vis de la ou des victimes de l'accident et de l'obligation de résultat faite à l'employeur, il s'agit ici, eh bien, vous l'aurez compris, d'une faute de service. Donc l'employeur, à ce titre, va donc accorder la protection fonctionnelle à son agent, bien qu'ayant commis une faute disciplinaire. Cela signifie que dans un premier temps, les frais de justice seront pris en charge par l'employeur, mais si, à l'issue du procès, il apparaît que les faits commis par l'agent ont le caractère d'une faute personnelle, alors la collectivité pourra se retourner vers l'intéressé pour obtenir, premièrement, eh bien, le remboursement des sommes engagées ayant permis d'assurer sa protection et sa défense. Et dans l'autre scénario, le 2, eh bien, si cela arrivait devant une juridiction pénale, eh bien, l'administration, dans ce cas, ne pourrait pas payer les éventuelles amendes pénales auxquelles l'agent serait condamné au nom du principe de la personnalité des peines. Donc, vous l'avez vu, conduire sans une autorisation de conduite, eh bien, cela peut avoir de lourdes conséquences. Avant-dernière question. Dans le cadre d'une mutualisation intercommunale, un agent des services techniques doit aller récupérer une mini-pelle sur sa commune pour un futur chantier sur la commune. L'agent doit être titulaire du CACES, mais lequel? Est-ce qu'il s'agit du R482 A, B, C, D, E, F ou G? Allez, on est à plus de 80% de réponses. La bonne réponse est le CACES R482 de catégorie A. Qui souhaite répondre ou apporter des précisions, Rachida ou Christophe? Christophe? Oui. Donc oui, effectivement, le CACES 482 catégorie A, c'est pour les engins de moins de 6 tonnes. Et dans l'évaluation, il y a l'obligation de charger et décharger les engins d'un engin de transport, une remorque ou un camion. Et donc, effectivement, pour ce genre de travail, seul le CACES catégorie A suffit. Merci. Dernière question. Lequel de ces catégories CACES permet de passer l'option AIPR? Bonne réponse. La bonne réponse. Alors, qui mérite quand même quelques précisions malgré tout, parce que, voilà, effectivement, la R482, les organismes de formation qui sont certifiés pour le CACES 482 et qui le sont également pour le passage de l'AIPR, je rappelle que c'est également dans une liste du ministère de la Transition et de l'Écologie sur la réforme anti-dédommagement. Un petit focus sur l'AIPR. L'AIPR est obligatoire, déjà. Toute personne qui est censée travailler sur un chantier BTP est censée avoir l'AIPR. L'AIPR, je rappelle, attestation d'intervention à proximité des réseaux, que ce soit les réseaux électriques, aériens, souterrains.
L'AIPR, pour pouvoir passer l'AIPR, c'est un QCM qui vient à l'issue d'une formation en amont. Il y a différents types d'AIPR. Il y a l'AIPR opérateur, l'AIPR encadrant et l'AIPR concepteur. Donc, en l'occurrence, pour la 482, l'AIPR opérateur est largement suffisante. On peut également passer l'AIPR avec les autres CACES, sauf que ce n'est pas une option qui sera rajoutée dans la carte CACES de l'agent qui viendra passer la 82. Mais j'insiste bien, ce n'est pas parce qu'on a la 82 qu'on a la IPR de fait. On vient quand même passer le QCM. Et à chaque fois, on passera le QCM pour n'importe quelle inscription sur une formation à IPR. Voilà, ça mérite quand même des précisions. Ce n'est pas parce qu'on a la 482 que de fait, on a également l'option à IPR. C'est un choix de l'employeur. On le conseille vivement. Après, ce n'est pas un caractère obligatoire. Et oui, et c'est un conseil. La IPR va permettre de garantir, d'éviter les accidents. On le voit régulièrement, des conduites de gaz sont perforées par un godet, engageant des moyens pour évacuer tout un quartier. Donc c'est vrai que ça peut avoir aussi des conséquences humaines, mais aussi juridiques en termes d'assurance. Merci pour cette précision. Nous arrivons au terme de notre petit quiz et je vous propose maintenant de quelques minutes, puisque nous avons déjà dépassé la durée du webinaire. En cas de changement de maire ou de président ou lors d'un renouvellement de mandat, faut-il délivrer de nouvelles autorisations de conduite ? Alors, vous le savez maintenant, l'autorisation de conduite d'engin n'est jamais délivrée définitivement. L'autorité territoriale peut se réserver le droit de la retirer à tout moment, à chaque recyclage de la formation, aussi souvent que nécessaire. Et après chaque visite médicale périodique, l'autorisation de conduite doit être renouvelée par l'autorité territoriale. Donc, cela ne veut pas dire que nécessairement l'agent va devoir refaire sa formation, sauf si il est arrivé au moment de son recyclage, ou sauf si c'est demandé par le nouvel employeur. Et par nouvel employeur, il faut donc entendre un changement de collectivité et ou de personne morale. Ce n'est pas uniquement le représentant légal de la structure territoriale. En effet, n'est pas un changement d'employeur, le changement d'autorité territoriale en tant que représentant légal d'une structure territoriale par l'effet de l'échéance d'un mandat électoral comme celui lié aux élections municipales, par exemple. Alors, si la nouvelle autorité territoriale fraîchement élue n'a pas l'obligation réglementaire de délivrer de nouvelles autorisations de conduite à son nom, mais a la faculté de le faire pour des raisons de formalisme et de cohérence, en revanche, la nouvelle autorité territoriale aura l'obligation réglementaire de délivrer de nouvelles autorisations de conduite en son nom et sous sa responsabilité pour chaque agent concernés dès lors que les autorisations de conduite devront faire l'objet d'un renouvellement, c'est-à-dire à chaque recyclage de la formation, si souvent que nécessaire, et après, bien sûr, chaque visite médicale périodique. J'avais aussi une autre question qui m'avait été posée. Jusqu'à présent, dans ma collectivité, nous proposions aux agents des formations d'aptitude à la conduite d'engin pour pouvoir valider les autorisations de conduite de portée plus limitée que le CACES. De ce qui m'avait été présenté et comme fonctionnait mon prédécesseur au poste d'assistant de prévention, cela permettait l'autorisation de conduite limitée à la collectivité. Est-ce que vous voulez répondre peut-être, Rachida, sur cette question ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Si le qui forme déjà? Est-ce que la personne a les compétences de continuer à former pour pouvoir ensuite permettre à l'autorité de délivrer une autorisation de conduite? Donc, pour moi, il n'y a pas de changement. C'est possible, bien entendu. D'accord. J'ai une autre question pour peut-être Christophe. Pour l'utilisation d'une nacelle. Pour la conduite d'une nacelle ayant un PTAC supérieur à 1 tonne, 1400 kg, pour être précis, une formation en interne auprès de quelqu'un qui est titulaire du CACES suffit-elle?
Votre micro a été coupé. Voilà. Alors, non, le titulaire d'un CACES ne suffit pas. Il faut également valider son expérience professionnelle. Alors, si c'est quelqu'un qui a un CACES et qui travaille depuis un an et demi dans l'entreprise, ça ne va pas être possible. Par contre, s'il a 10 ans, 15 ans d'expérience à l'utilisation des nacelles, oui, effectivement, ça peut valider ses compétences. Après, est-ce qu'il a les compétences pédagogiques pour le faire? On est d'accord. Et ce qui a été dit à nombreuses reprises durant cette séance, hein, si vous le faites en interne, il est conseillé de conserver les preuves de la réalisation des actions de formation. Je parle sous votre couvert, hein, sous vos couverts, diaporamas, les cours, grilles d'évaluation. Et donc, c'est vrai que vous l'aurez compris, le recours aux formations CACES constitue un bon moyen pour l'employeur de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur. Pour tracter un tracteur muni d'un attelage, peut-on le faire sans avoir le permis BE? Alors, oui, monsieur Christophe. Oui, il y a la loi Macron qui de 2016 de mémoire qui a répondu à ça. Le permis B suffit, on n'est pas obligé d'avoir le permis C. Par contre, il faut le CACES adapté, donc c'est le catégorie 482E. Voilà. Alors, je vais apporter des précisions. Hein. Vous pouvez, en tant qu'agent, conduire, ou en tout cas, en tant qu'employeur, vous pouvez faire conduire votre agent un véhicule ayant un PTAC supérieur à 3,5 tonnes lorsque la vitesse maximale de l'équipement est limitée à 40 km/h. Alors attention, hein, dans sa rédaction, c'est l'article L221-2 du Code de la route qui a été modifié en 2015. Eh bien, il ne laisse pas la liberté au conducteur de restreindre lui-même sa vitesse. On parle bien ici d'une vitesse de l'équipement. L'équipement doit donc être bridé. Et attention, au-delà du cadre réglementaire et au regard des risques professionnels, ce sont bien les compétences de l'agent à conduire l'engin sur la voie publique qui prévalent. Il convient donc, en tant qu'employeur, de vérifier que l'agent est capable d'être au volant de l'engin. Donc, il est tout à fait envisageable d'édicter des règles internes de fonctionnement vis-à-vis de cet assouplissement du Code de la route. Donc, comme dit Christophe, comme le disait à l'instant Christophe, si un permis B suffit, il est fortement recommandé donc de faire passer le CACES, mais c'est aussi de faire conduire les tracteurs ayant un PTAC supérieur à 3,5 tonnes aux agents titulaires d'un permis de catégorie C1. Poids lourd, si le tracteur ne dépasse pas 7,5 tonnes, et si en revanche le tracteur est supérieur à 3,5 tonnes avec une remorque attelée, et bien là, supérieure à 750 kg, il est fortement recommandé de faire passer le permis C1E. Pour la formation CACES nouvelle version, les agents ayant passé la catégorie B doivent-ils tous passer la catégorie A? J'ai une question pour Madame Radi ou pour Monsieur Strobel. La catégorie B correspond à un type d'engin. Alors, s'ils ont besoin de passer la catégorie A, c'est parce qu'ils ont besoin de conduire un autre type d'engin. Ce n'est pas parce qu'on a la B qu'on a la A de fait. Après, on parle bien de la 482, c'est bien cela? Oui. Ah, oui. Donc, oui, si c'est pour utiliser un autre engin, le CACES de l'engin B ne correspond pas du tout aux attentes de l'engin A, d'autant plus que dans la catégorie A, qui est les engins de moins de 6 tonnes, il y a plusieurs engins, mini-pelle, mini-tombereau, mini-dumper, donc il faut avoir les compétences de conduire ces trois types d'engins, donc ça n'a aucune corrélation. Si vous permettez, il y a beaucoup de questions sur l'AIPR et la périodicité. Donc l'AIPR, sa durée de validité, elle est de 5 ans. On vous conseille de la faire renouveler tous les 5 ans. Ensuite, pourquoi l'AIPR? L'AIPR, c'est pour les personnes qui sont amenées à travailler dans des chantiers ou sont amenées à creuser. Par exemple, on peut tomber, alors ça porte bien son nom, attestation d'intervention à proximité des réseaux. Donc ça peut être les réseaux aériens, ça peut être les réseaux électriques, ça peut être les réseaux souterrains, canalisation. Un agent qui est amené à réaliser une tranchée pour poser je ne sais quel regard, par exemple, des menus travaux, s'il tombe sur une canalisation de gaz ou une canalisation d'eau, voilà. Donc, c'est important qu'il ait ces notions de connaissances qui
qui sont délivrés lors de la formation de l'AIPR. Et puis une question dans le cadre de l'utilisation d'une nacelle, est-ce que l'agent chargé de la surveillance du chantier et de ses alentours doit-il être en possession d'un CACES R486? S'il n'utilise pas la nacelle, s'il n'est pas amené à avoir une autorisation de conduite pour pouvoir l'utiliser, je ne vois pas l'intérêt qu'il ait un CACES R486 si ce n'est pas un utilisateur. Après, s'il est amené à l'utiliser régulièrement, bah oui, je conseille. Alors, attention, si c'est un surveillant et qu'il doit intervenir en cas de problème sur la machine pour récupérer son collègue qui est en hauteur, il doit avoir au minimum une formation, effectivement, malgré tout. Hein. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous préciser les durées de validité des CACES? Vous avez parlé de la date du 31 décembre 2024. Est-ce que cela signifie que les CACES passés avant le 1er janvier 2020 ne seront valides que jusqu'au 31 décembre 2024? Oui, tout à fait. Voilà. À partir du 1er janvier 2005, tout le monde doit avoir passé le CACES, doit être passé en CACES R4. Je prépare le permis CE et j'ai le CACES Tombreau. Devrais-je repasser le CACES Tombreau à son échéance pour déplacer le tracteur et la benne de la collectivité où mon permis CE sera suffisant? Donc, il a été dit que le permis… Oui. Allez-y, Christophe. Oui, le CACES. Alors, ce n'est pas le Tombreau parce que ça a changé de catégorie. Hein. Ce n'est pas le Tombreau, ce n'est pas le E. Ça dépend de la puissance du tracteur, mais si c'est un tracteur de jusqu'à 100 chevaux, c'est du catégorie A. D'accord. Bon. Et donc, mais oui, déplacer le tracteur et la benne de la collectivité avec mon permis C sera suffisant. Bien, on disait qu'aujourd'hui, par rapport à cette loi qui a été modifiée, les agents des collectivités peuvent conduire, si le tracteur voit sa vitesse limitée à 40 km/h, peuvent conduire avec un permis B. Donc, avec un C, ça sera suffisant. Bien sûr. Je vous propose, alors il y a beaucoup de questions. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de reprendre les questions et de travailler sur une FAQ qui pourrait, à la suite de ce webinaire, vous être proposé parce que nous sommes déjà à 1h30. Nous avons dépassé donc de plus d'un quart d'heure notre temps de webinaire. Donc, je vous propose de terminer cette séance. Je tenais à remercier Rachida, Christophe pour l'animation, pour la co-animation de ce webinaire. Julien, qu'on ne voit pas, on a juste sa photo à l'image pour l'aide apportée sur les aspects techniques et pour l'organisation de ce webinaire. De mon côté, moi, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans les matinées de la prévention. La prochaine fois, il sera question des risques liés aux conditions climatiques. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis au revoir.